Alors il faut savoir que Mad Max premier du nom, c'est un film brut. Il n'y a pas d'intro de 20 minutes qui t'explique tout le lore. Il n'y a même pas une fin un peu esthétique avec une musique sympa et tout. C'est vraiment brut de décoffrage. Tu te fais catapulter dans un monde violent et on te fait sortir du film un coup de pompe dans le cul. C'est comme ça que ça se passe. C'est les grands débuts de Mel Gibson à l'époque où il était tout jeune, tout mignon, tout petit. L'un des trucs les plus impressionnants avec ce film, je trouve, c'est toute la filiation qu'il a eue. Quand on regarde ce film, c'est impossible de pas penser à La colline à des yeux d'Alexandre Aja, par exemple. C'est impossible de pas penser à Ken le survivant et par extension aussi un petit peu à JoJo's Bizarre Adventure. Même l'une des scènes des plus marquantes, donc une scène qui se trouve vers la fin du film, elle fait beaucoup penser à Saw. Est-ce qu'on n'aurait pas le début d'une idée qui a germé plus tard pour donner Saw à James Wan? Je sais pas. Aujourd'hui, je comprends enfin le poster dans la chambre de Stan Marsh. C'est quand même fou. Il y a toute cette culture un peu over the top avec un mec qui a un seul sourcil ou des véhicules hyper étranges et tout, des tenues avec du cuir et des bouts d'armure et tout. Tu sens aussi que le budget il est pas énorme parce qu'il y a des moments où juste Max a un polo tranquille quoi, genre dystopique mais pas trop. Par contre, on voit bien que le film critique la masculinité toxique et même par extension la violence tout court. J'adore la relation entre Max et sa femme. C'est justement très loin des clichés de l'époque. Max, il se confie. Et, il parle de ses sentiments. Dans un film où t'as quand même deux mecs qui se font cramer la gueule. En fait, ce film, c'est un peu comme un grand frère que j'aurais jamais rencontré. C'est-à-dire, on est là, on sait pas trop, on doute. Est-ce qu'on se serre la main? Est-ce qu'on fait la bise? Et en fait, à la seconde où il me parle de cinéma et de musique, on se rend compte qu'on a les mêmes goûts. Pour être honnête, j'avais aimé le visionnage du premier film Mad Max, mais je n'avais pas compris pourquoi ça avait autant matrixé les gens. Maintenant que j'ai vu le deuxième film, je comprends enfin pourquoi. C'est des films qui ont inspiré énormément de gens et ça se voit et ça devient extrêmement clair avec ce deuxième film. Il y a des tas de personnages qui ont été réutilisés pour Ken le survivant, par exemple. Il y a des situations, des moments, des designs qui font vraiment penser à JoJo's Bizarre Adventure. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a un jeu vidéo que j'aime énormément, c'est Jak et Daxter. Et les courses en buggy sont dans le film, ça vient de là, ils se sont inspirés de ça, c'est fou. Le film est sorti en 82 et on y voit le seigneur Humungus. Et ben en 83, dans le troisième film, Vendredi 13, Jason Voorhees chope pour la première fois son masque de hockey. Est-ce que ça serait une référence à Mad Max? J'en sais rien. Le film est vraiment super, ça va vraiment beaucoup plus loin que le premier, tu sens qu'il y a plus de budget. Il y a un truc tout bête, il y a une intro et il y a une vraie fin. L'univers est beaucoup plus concret, les scènes d'action sont de plus en plus folles. Alors franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Pourtant, il y a quelques défauts. Par exemple, on a des accélérations, c'est très bizarre. Il y a plusieurs passages qui sont plutôt longs, où le film saccade parce qu'il y a une accélération. On critique beaucoup les IGA, mais ça fait des années qu'aujourd'hui, les accélérations sont beaucoup plus fluides. Et ça gêne moins, c'est moins choquant pour les yeux. Par contre, il y a un autre défaut que je comprends pas, c'est l'enfant sauvage. Dans le film, il y a un enfant qui est là quasiment tout du long, qui a un enfant sauvage, donc il parle pas très bien, et il est rustre, etc., etc. C'est un archétype de personnage qu'on voit souvent dans ce genre de film, c'est en gros, la société est rude, et du coup, la nouvelle génération devient rude. C'est même un truc qu'on peut rattacher à The Walking Dead, par exemple. Vous voyez, la filiation de malade, quoi. Dès qu'il apparaît, c'est turbo cringe, et je ne comprends pas pourquoi. Dès qu'il apparaît, il y a aussi des problèmes de montage. Bon, le truc cringe, c'est peut-être à cause de l'acteur, et c'est pas très grave, c'est un enfant, je suis prêt à concéder, c'est pas grave. Mais alors, le montage, pourquoi il devient aussi dégueulasse dès qu'il apparaît? C'est trop bizarre, c'est autour d'un seul personnage. Bon, tout le monde le sait, tourner avec des animaux et surtout avec des enfants, c'est très difficile. Et justement, le montage, c'est censé sauver ce genre de truc. Je vous invite à regarder la scène du boomerang, qui est presque hilarante, à quel point c'est mal monté. Et il y a aussi d'autres petites longueurs, mais le film est tellement matrixant, il a tellement changé le game, je peux pas lui en vouloir, ça va, c'est bon. T'as plus de 30 ans maintenant, tu peux être un peu nul, ça va. Pour celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je trouve que c'est le film Mad Max le plus abouti pour l'instant. Le montage est vraiment bien, à part 2-3 accélérations, mais ça va, c'est l'époque. Il y a des plans, ils sont trop beaux. Et niveau rythme, il y a du mieux. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de plans qui marchent bien, beaucoup de personnages très atypiques. George Miller, c'est vraiment un mec du visuel. C'est toujours des gueules, des personnages et des véhicules haut en couleur. Il suffit de voir juste le Thunderdome. C'est une espèce de cage en forme de dôme avec plein de gens accrochés qui scandent des trucs, c'est dingue. J'aime vraiment toute la première partie du film, sauf que problème, il y a la deuxième qui arrive juste après. Putain, il y a un corbeau. Max se voit exilé et rejoint un village d'enfants sauvages. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que cette tribu ressemble beaucoup à la tribu des cheveux sales dans le film Re. Et à partir de là, je trouve que le film est plus trop clair. Alors, il y a tout un discours sur les mythes qui se créent, etc. Et c'est un truc qu'on voit souvent dans le cinéma de Miller. Mais on va dire qu'il y a plus de cafouillage de scénario, de trucs qui me plaisent moins. Est-ce que c'est un bon film? Oui, je pense. Il y a vraiment beaucoup d'idées que je trouve un peu bizarres. Et c'est peut-être de ma faute. Pour vous donner un ordre d'idées, dans le premier film,
t'as des personnages qui bafouent le consentement, on va dire ça. Dans le deuxième film, il y a la même ambiance, sauf que c'est partout. T'as pas un endroit où t'es tranquille, le monde veut ta mort. Dans le 3, t'as un mec qui tombe dans une cuve de caca de cochon. Et ce personnage-là, il m'a vraiment dérangé, parce que dans un univers où la vie ne compte pas, et tout le monde meurt de maladies, d'accidents, c'est super facile de se prendre une balle dans la tête et tout, le gars, il se fait écraser, il se prend des coups de pelle dans la tronche, il se fait brûler, il se fait rouler dessus, et à la fin du film, il est toujours vivant, il fait même un doigt d'honneur à la caméra. Et j'ai pas compris le sens de la fin. En gros, t'as le personnage de Tina Turner qui joue la méchante, d'ailleurs, entre parenthèses, elle est trop bien dans le rôle. Elle fait une course-poursuite pour retrouver Max. Les courses-poursuites dans Mad Max, c'est des gros trucs, hein. Ça dure plus de 20 minutes et t'as des quinzaines de mecs qui meurent. La meuf, elle fait une course-poursuite de zinzin, il y a la moitié de son armée qui crève, et quand elle tombe sur Max, elle lui dit « Eh, on fait la paix ?» Ciao. C'est pas une vanne, c'est presque comme ça dans le film. Tu l'as quand même poursuivi pendant le dernier tiers du film, tout ça pour le dire « ça t'écrouilla ». En fait, si je devais résumer le film, je dirais que c'est un film tout public qui se passe dans l'univers de Mad Max. Univers qui n'est pas tout public. Et du coup, je suis saoulé parce que j'ai du mal à avoir un avis définitif sur le film. Je le trouve très bien, point de vue technique, point de vue scénario, je trouve ça un peu bizarre. En fait, c'est un peu comme Indiana Jones 4. Il y a quand même des différences niveau du ton, mais est-ce que c'est un défaut du film ou un défaut de la saga? Est-ce que ce n'est pas moi qui se projette trop? Je pense que le film est objectivement bon, même s'il y a des trucs à redire. Je suis juste un peu déçu parce que j'ai pas mal apprécié les deux premiers. Je retire ce que j'ai dit sur le troisième film. Ce film-là est le plus abouti artistiquement, techniquement, pour l'instant. Si je devais décrire ce film, je dirais que c'est un film des années 80, avec toute la technologie et l'expertise du début des années 2010. Ce film est trop fou, j'ai trop aimé, c'est super, c'est trop bien. Je sais pas par quoi commencer, alors allons-y, commençons par un truc qui m'a embêté pendant les 3 premiers films. Les accélérations. Il y en a encore, sauf que là, c'est esthétique et visuel. Ça m'a un peu gêné l'œil au début, mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, ça voulait retranscrire un peu la mentalité de Max, là, dans ce film, il a des hallucinations, et ben en fait, ça devient un truc nerveux. Ça bouge vite, les gestes sont saccadés, du coup ça retranscrit un petit peu cette folie. Donc même ça, même un défaut des premiers films, bah là ça devient un petit peu une qualité. La nuit américaine, c'est l'une des plus belles nuits américaines. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une nuit américaine, c'est extrêmement simple, c'est quand tu tournes normalement, là comme ça, de jour, mais que tu mets un filtre bleu pour faire croire que c'est la nuit. Qui part du principe que la nuit, normalement tu vois rien, c'est pas bleu, et bah il faut une nuit américaine complètement bleu mais esthétique avec des gris, des noirs et tout. Et c'est difficile à décrire comme ça mais c'est super beau, il y a des super dégradés machin et t'as des sources de lumière qui révèlent la vraie lumière sur le tournage. Même là ils ont trouvé le moyen de faire un truc un peu esthétique. Autre qualité, bah les scènes d'action. C'est évident, c'est quasiment à peu de choses près 2 heures de course-poursuite, c'est pas vraiment ça, mais on y est presque. Ils ont pris tous les dangers que tu pouvais avoir sur la route et ils l'ont mis dans le film. Les gens qui tombent, les objets qui tombent, les problèmes de carburant, le moteur qui foire, enfin il y a tout. Autre qualité, le storytelling. Le film ne se sent pas obligé de tout raconter. Par exemple, on n'est pas obligé de raconter dans le détail tout ce que fait Immortan Joe avec les filles. Pareil, Max a des hallucinations, il voit des personnes qu'il a pas pu sauver, et ça se voit que c'est pas des persos des premiers films. Sauf que comme Max voyage d'aventure en aventure, il va voir différents groupes, etc., etc. On se dit juste que c'est un groupe précédent, que ça l'a marqué, et on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Pareil, j'en dis pas plus, mais le bébé, on sait pas trop ce qu'il devient. Pour revenir à ce côté années 80, il y a toujours toute cette culture du over the top. Des maquillages partout, des masques, des prothèses, ils ont tous des looks incroyables. Tu sens que George Miller, il aime les gueules, il aime mettre des prothèses à ses acteurs, il aime les handicapés, etc. Il y a tout ça. C'est le genre de film que tu vois pas tous les jours. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois, on se pose un peu trop de questions. Par exemple, au bout d'un moment, sur une montagne, il y a une tête de mort creusée dans la pierre. Et bien sûr que c'est complètement incohérent avec l'univers de Mad Max. Les mecs qui galèrent à trouver de l'eau et de l'essence, et ils se sont dit tiens, on va tailler dans une montagne notre logo. Mais en fait, ça donne juste un look de fou au film. Faut aussi parfois concéder un petit peu. Et j'ai tellement aimé le film que là, maintenant, je prépare mes affaires et je vais aller voir le 5e qui est au cinéma. J'en parlerai à temps. Bon là, je viens de sortir du film. Je sais pas quoi en penser, en vrai, je sais pas quoi en penser. Comment tu fais, après Mad Max Fury Road, pour faire un film qui va encore plus loin dans la reste des mesures? Un film qui a l'air d'être une masterclass, genre c'est le niveau maximum de ce que tu sais faire. Comment tu fais pour aller encore plus loin? Et je pense que ce que George Miller a voulu faire, c'est de reculer un peu, d'aller plus lentement,
présenter une histoire un peu plus dans la longueur, avec un rythme plus lent. C'est le film le plus long de la saga. Est-ce que c'est un bon film? Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez proche avec Mad Max 3. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai aimé, que j'ai apprécié, mais il y a plein de petits trucs qui me font faire... Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai l'impression que son vrai gros problème, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. L'œuvre hésite à être un film grotesque, mais terre à terre comme les premiers Mad Max, et une espèce de fable macabre absolument horrible. Et je pense que c'est ça le vrai point qui m'embête. J'aurais aimé que George Miller assume 100% le fait que ça soit une légende. Le film est découpé en chapitres, et ça vient de là, c'est pour lui donner un petit côté un peu plus littéraire. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais il y a un élément, un tout petit élément, qui n'est pas fiable. Dans le sens où il y a différentes manières de voir la chose, on n'est pas sûr de la véritable. Et même le personnage de Chris Hemsworth, donc Dementus, arrête pas de parler de mythes, de légendes, il se donne plusieurs fois des surnoms dans le film, donc tout ça, ça retranscrit une idée de raconter une légende. Le film ne vous raconte pas l'histoire de Furiosa, mais la légende de Furiosa. C'est ça la petite subtilité. C'est ça le souci que j'ai avec le film, c'est qu'il va pas à fond la caisse là-dedans. Il veut quand même être une suite à Mad Max et qu'on puisse rattacher les wagons avec Fury Road. Et je trouve que ça marche pas trop du coup. C'est pas que le film est mauvais, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors tous les trucs que je trouvais bizarres dans le film trouvent une justification dans le fait que ça soit une légende, que ça soit un mythe, que ce que nous présente n'est pas 100% véridique. Mais pour moi le problème est là, c'est que j'ai mis quand même pas mal de temps pour me rendre compte. Alors c'est peut-être moi qui est complètement débile, et c'est possible. Je trouve même que la fin du film est trop poétique par rapport au film lui-même. Mais je trouve que le film ne va pas à fond dans sa démarche, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à y croire. Et pourtant le film est quand même sympa, hein, je vous invite vraiment à le regarder. Il y a un élément qui est présent depuis le premier film, mais j'en ai pas parlé volontairement parce que je voulais garder ça pour la fin, mais le féminisme dans Mad Max. Alors j'en ai parlé vite fait dans le premier film, mais là je vais aller un peu plus loin dedans. C'est présent depuis le premier film. Alors, bien sûr, en 79, tu pouvais pas faire du féminisme comme aujourd'hui. Dans le premier film, il y a juste la femme de Max qui met un grand coup de genou dans les couilles d'un mec. Donc c'est pas mal, c'est pas juste une meuf qui se laisse faire, c'est quelqu'un qui a du caractère. Dans le deuxième, ça s'efface un peu. Dans le troisième, ça revient avec le personnage de Tina Turner, qui est une femme forte, indépendante, qui gère une ville. Dans le 4, bien sûr, il y a énormément de lectures que tu peux faire de ce point de vue-là, avec tout ce délire de femme-objet, femme-pondeuse, etc., etc. Je pense que Thaïs Descuffon aimerait vivre dans ce film. Bah oui, vu ce qu'elle dit à longueur de temps, bref. Regardez Immortan Joe, je ressemble quand même à une statue, je pourrais être une bonne pondeuse. Et dans ce film-là aussi, il y a un point de vue un petit peu féministe, dans le sens où Furiosa doit souvent fuir des hommes. Alors comme d'habitude, il y en a des bons, il y en a des moins bons. D'ailleurs, l'un d'entre eux, c'est un espèce de clown de Max, c'est très bizarre. Elle est un peu en mode, j'espère qu'on va pas me reconnaître, etc. Et en fait, les trois quarts de ces personnages s'en battent les couilles. En fait, c'était juste une meuf comme ça, qui voulait se faire, et puis c'est tout. C'est un peu intéressant. Si vous voulez vous mater le film, il y a une scène un peu rigolote que j'ai envie de vous confier. Au bout d'un moment, il y a un gamin en arrière-plan qui apporte des plats. On le voit quasiment pas, il est dans le flou, c'est un arrière-plan. Hein. Et George Miller a dû dire au gamin, fais genre que t'as faim. Parce qu'on est dans Mad Max, fais genre t'as faim, tu regardes les plats avec envie. Sauf que la scène, elle dure quand même un peu longtemps, genre on va dire plus de 5 minutes. Et donc pendant 5 minutes, t'as un gamin en arrière-plan qui a deux plats et qui fait... En bref, j'ai adoré faire ce marathon Mad Max toute la semaine. C'est vraiment un univers qui m'attirait depuis très longtemps. Et me faire ce marathon-là à l'occasion de la sortie de Furiosa, c'était trop bien. J'espère que les vidéos étaient pas trop longues, pas trop cringe, un peu agréable à regarder malgré le fait que tout soit fait au portable et tout. J'ai apprécié ce dernier film, même si je pense qu'il mériterait un deuxième visionnage pour être sûr.